7,3 kg. C'est ce que consomme, en moyenne, un Français par an en chocolat. Et c'est énorme. Mais est-ce que vous savez seulement d'où vient ce chocolat que nous consommons tous ? Comment est-ce qu'il est cultivé ? Quel impact a-t-il sur le monde, sur l'environnement, sur les pays producteurs ? Je suis Léa Reverdy et avec mon podcast Papille, depuis 2021, je pars à la rencontre des acteurs du sucré pour comprendre leur processus créatif. Et cette année, pour Pâques, j'avais envie de répondre à toutes ces questions autour de ce produit si consommé, mais plein de secrets, le chocolat. Alors pendant plusieurs semaines, je vous emmène avec moi à la découverte des coulisses de l'univers chocolaté. Au programme, rencontres avec des experts et expertes, discussions passionnées et échanges chocolatés. Bienvenue dans cette petite série documentaire dédiée au chocolat. Bonjour Benjamin. Bonjour. Comment vas-tu ? Eh ben écoute, très bien. J'ai mon café, tout va bien. Je suis super contente de pouvoir discuter avec toi. C'est un sujet que j'avais très envie d'aborder et je suis ravie que tu aies accepté cet échange. Merci de m'avoir invité et j'espère pas trop dire de bêtises. Je pense pas. Mais voilà, le sujet du chocolat, du cacao, de façon plus générale, c'est un sujet qui est un peu central en pâtisserie, qui est encore beaucoup là et qui est aussi au cœur de plein de questionnements, notamment environnementaux. Et ça, j'avais vraiment envie d'en parler avec toi. Et du coup, pour commencer peut-être, pour que les auditeurs puissent aussi situer un petit peu de quel point de vue tu t'exprimes et un petit peu pouvoir aussi resituer, tu vois, tout le contexte. Toi, est-ce que tu peux te présenter un petit peu et présenter aussi, toi, ton lien avec le chocolat et le cacao ? Ça marche. Moi, ma vie, mon œuvre. Donc, je suis Benjamin Voirin, je suis ingénieur en agronomie de formation, plutôt spécialisé dans les pays et commodités tropicales. J'ai fait une première partie de ma jeune carrière sur le terrain, plutôt Polynésie, Asie du Sud-Est, Antilles. Donc c'est des pays où il fait beau et chaud, donc ça c'était plutôt pas mal, mais sur des problématiques sociales et environnementales qui sont assez fortes. J'ai travaillé et je continue à travailler aujourd'hui, mais plutôt dans le monde du conseil en stratégie pour des entreprises agroalimentaires sur justement ces commodités tropicales et filières très complexes que sont bien évidemment le cacao parce que c'est une des raisons pour lesquelles tu m'as invité, mais également l'huile de palme, la noix de coco et certains fruits et légumes également qui viennent des tropiques ou de l'équateur, qu'on a plus ou moins facilement aujourd'hui dans nos étals de supermarché ou dans nos produits transformés. Donc ça, c'est le jour, je suis consultant en stratégie justement pour faire en sorte que certaines entreprises, et notamment les grandes entreprises agroalimentaires, fassent des produits qui sont les moins impactants pour l'homme et la planète. Et la nuit, avec un de mes meilleurs amis, devenu mon associé, on a fondé un média qui s'appelle In Nuts We Trust, dont le but justement, c'est d'arriver à décrypter les étiquettes et d'arriver à proposer aux consommateurs et à la consommatrice des informations qui soient plutôt sourcées et vraies, et vérifiées, et justement savoir ce qu'on achète réellement, parce que, et ça c'est un peu le motto qu'on a, parce que quand on achète un produit, on achète le monde qui va avec son empreinte encore une fois environnementale et éthique. Et comment tu as commencé à t'intéresser du coup à toute cette partie de produits un petit peu... J'aime bien manger, j'aime beaucoup manger et j'aime pas me faire avoir. Donc c'était un peu ça. En fait, grâce à ces missions ou à ces années en fait sur le terrain, on arrive à avoir une autre lecture de ce qu'on voit dans les supermarchés. Moi, je viens d'une famille très citadine. Très parisienne. Quand j'ai commencé mes études d'agro, j'étais pas forcément en lien avec la nature. Voilà, savoir qu'une vache avait plusieurs estomacs, j'étais à des années-lumière, mais surtout connaître un petit peu l'autre ailleurs et voir qu'on bossait, qu'on avait des choses et des manières de penser et de vivre différentes. Déjà entre Paris et la région, mais surtout entre la France et en fait des pays qui sont beaucoup plus lointains. Par exemple, en Asie du Sud-Est, donc j'ai travaillé et je continue à faire pas mal d'allers-retours, donc Vietnam, Asie, Indonésie, Malaisie, sur justement des cultures de cacaoyer, de palmier à huile ou de coconut aussi un peu aux Philippines. En fait, il y a un rapport à l'autre qui est différent. Tu vois des réalités qui sont un petit peu différentes. Et du coup, il y a une fracture un peu qui se passe entre la réalité sur le terrain, avec puis on y reviendra un peu après, des producteurs et productrices qui gagnent moins de $2 par jour,
même beaucoup moins, seuil de pauvreté à peu près à $2 par jour, qui ont des gros problèmes d'expropriation des terres, qui se font en fait dégager de chez eux par des grandes multinationales qu'on retrouve aujourd'hui dans nos étals, et qui nous proposent des produits, de piètre qualité, à des prix qui sont faramineux par rapport, à la qualité des produits, mais surtout à la juste rémunération, ou justement pas à la rémunération de ces producteurs et productrices. Donc, c'est un peu cette fracture, au fur et à mesure des années, qui m'ont fait poser certaines questions. D'avoir justement aussi accès à certains secrets de fabrication via mon métier, ça me permet justement de continuer à avoir envie, pas de lutter, c'est peut-être pas ça, mais en tout cas de participer justement à un monde plus durable, alors oui d'un point de vue environnemental, mais surtout plus juste, et d'une certaine manière aussi d'arriver à faire en sorte que mes potes, dont la seule, je tire le trait, mais dont la seule problématique, c'est de savoir où boire leur spritz l'été en terrasse, peut-être commencent à se poser un peu plus de questions aussi sur la réalité derrière leurs produits, et juste arriver à décrypter une étiquette d'un produit alimentaire. Ouais, ça, en vrai, c'est des questions qu'on a de plus en plus aussi, de toute façon, de décrypter. Enfin, il y a le Planet Score qui commence à être mis en place, etc. Donc, effectivement, il y a de plus en plus ces questionnements-là, de pouvoir un peu décrypter. En même temps, c'est très bien et c'est très dommage, je trouve. Parce que tu vois, il y a le Planet Score qui suit aussi un peu le Nutri-Score. Et le nouveau, ça va être l'Origin Score ou Origin Info qui va être un nouvel indicateur justement qui va permettre de savoir d'où viennent les ingrédients. Mais encore une fois, c'est quelque chose de volontaire. Donc c'est génial que ces labels ou ces marques ou ces scores soient venus au monde. Mais ça traduit aussi une opacité énorme et un manque de transparence. Parce que si on a besoin de ça, ça veut dire vraiment qu'il y a un sujet. Et il y a aussi des sujets énormes de fraude alimentaire aujourd'hui. Alors le chocolat en fait partie, mais il y a des fraudes alimentaires sur le miel, coupé au sirop de glucose, sur les huiles d'olive qui sont en fait des huiles de colza un peu améliorées. Voilà, il y a des choses aujourd'hui, il y a des vrais problèmes structurels sur certaines agro-industries avec des personnes aux commandes qui ne sont pas forcément très recommandables. Et donc justement, c'est génial d'avoir des collectifs qui se montent pour essayer d'avoir un peu plus de transparence. Et encore une fois, je trouve que c'est un peu dommage, quoi. Oui, ça traduit une réalité pas forcément... pas très vertueuse. Ouais. Du coup, pour rentrer dans le vif du sujet du chocolat, je pense qu'un bon point de départ, c'est de parler aussi d'empreinte carbone, parce que je pense que c'est un ordre de grandeur qu'on commence à connaître de plus en plus. Aujourd'hui, l'empreinte moyenne d'un Français, d'une Française, c'est 9 tonnes. L'objectif, c'est 2 tonnes, on le sait. Et du coup, là-dedans, il y a 2 tonnes aussi qui sont juste dédiées à l'alimentation. Moi, j'aimerais savoir un petit peu le chocolat, comment est-ce que ça... Enfin, pas comment ça s'inscrit dans tout ça, mais tu vois, à échelle aussi plus mondiale, on sait que l'agriculture, ça représente environ 20% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Du coup, comment est-ce que le chocolat, ça va s'inscrire dans tout ça ? Et c'est quoi un petit peu aussi tous les grands chiffres aujourd'hui, tu vois, qu'on peut avoir vraiment pour partir d'un point de vue très chiffré et des premières pistes pour un peu comprendre ce sujet-là ? C'est une très grande question, ça. Oui. Je vais répondre en plusieurs étapes. Alors, déjà, effectivement, l'empreinte moyenne d'un Français, ce sera à peu près 10 tonnes de carbone, enfin, d'équivalent carbone, parce qu'il y a tous les gaz à effet de serre. Et effectivement, l'alimentation, agriculture-alimentation, c'est un poste d'émission qui est non négligeable. C'est le 3e poste d'émission, si je ne dis pas de bêtises, derrière le transport notamment. Ce qu'il faut voir aussi, c'est prendre un peu de recul sur ces chiffres-là, sur le carbone, dans le sens où aller travailler, on en a besoin. Aller manger, c'est essentiel juste pour vivre. Aller faire des allers-retours pour se griller les fesses à Dubaï, on en a un peu moins besoin. Et pourtant, c'est fortement émetteur le secteur aérien. Donc, effectivement, l'alimentation, c'est un très gros poste, mais c'est quelque chose dont on a, encore une fois, c'est vital. Donc, il y a, avant justement de traiter plein de sujets, justement, effectivement, 1 gramme ou plutôt 1 kilo d'émissions de carbone évitées, de carbone évité en émissions, c'est toujours intéressant. Voilà. Après, dans les ordres de grandeur, effectivement, si déjà on arrive à diminuer un petit peu certaines manières de consommer, donc consommer du voyage ou consommer aussi certains vêtements,
Typiquement, tout ce qui va être fast fashion, Chine, ou même des nouveautés, un peu des conneries qui arrivent, genre Temu, etc., qui eux sont effectivement très émetteurs de gaz à effet de serre, sans parler des problématiques de droits humains. Effectivement, il y a un petit sujet. Mais si on reste justement très focus alimentation, pareil, le cacao est fortement émetteur de gaz à effet de serre, on va y revenir, mais c'est pas l'essentiel en fait de notre alimentation. Notre alimentation, en fait, une très grande partie justement de ces émissions, c'est en général les aliments carnés, les produits carnés issus des animaux. Bien évidemment la viande, mais aussi tout ce qui va être produits dérivés comme les ovoproduits, les œufs et les produits laitiers. Donc déjà, ça permet de voir un peu les ordres de grandeur. C'est d'essayer déjà, si on veut diminuer ses impacts carbone, essayer de diminuer sa consommation globale, essayer d'être un petit peu plus en lien avec une certaine manière un peu plus naturelle. Alors, naturel, c'est peut-être un gros mot, mais en tout cas, un peu moins bête de dépenser son argent et ses crédits carbone, d'une certaine manière. Avoir un peu plus de bon sens. Et ensuite, justement, sur l'alimentation, 50%, il me semble, justement, de l'alimentation, des émissions de gaz à effet de serre de l'alimentation, ça va être des produits transformés. Et là, on arrive avec le chocolat. Le chocolat, aujourd'hui, c'est un vrai sujet carbone, c'est un vrai sujet biodiversité, c'est un vrai problème aussi, un vrai sujet sur le non-respect des droits humains. Sur le carbone, en fait, c'est un produit qui est très fortement émetteur de gaz à effet de serre. Au kilo, par exemple, on est... j'ai pris mes notes. On est à peu près sur un chocolat noir à 17 kilos équivalent CO2 par kilogramme de produit fini. Donc sur une tablette de chocolat, globalement, en fonction de 100 ou 200 grammes, ça dépend ce qu'on a, on serait entre 2 et 4 kilos CO2 par tablette. Ce qui correspond globalement à une voiture qui roule entre 5 et 10 bornes. Donc quand on se prend justement une tablette de chocolat, c'est comme si on roulait en bagnole pendant 5 à 10 bornes. C'est quand même beaucoup. Ouais. Et ça, on l'a pas du tout en tête. C'est un peu, mais là, les chiffres, c'est plutôt pour un chocolat noir, c'est un peu moins pour un chocolat au lait ou un chocolat blanc, parce que du coup, la teneur en cacao diminue. Et pourquoi, en fait, c'est aussi émetteur ? C'est parce que le cacao, c'est pas un produit aujourd'hui qui est très vertueux pour l'environnement, pour deux raisons. La première raison, qui n'est pas forcément la plus importante, mais la première raison, ça va être l'utilisation de produits phytosanitaires sur les parcelles et les intrants agricoles. Donc, c'est-à-dire que on a de plus en plus de consommation sur le globe de cacao, donc il faut faire pousser de plus en plus de cacaoyers sur le globe. Et pour que ça pousse plus vite, on met des engrais. Et les engrais azotés, donc des engrais de synthèse, aujourd'hui, sont très 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 émetteurs de gaz à effet de serre dans leur fabrication. On va utiliser aussi des pesticides et tout. Là, c'est plus on va plus flinguer la vie du sol que l'émission de gaz à effet de serre, mais c'est aussi un sujet. Et enfin, la deuxième autre raison, qui est une raison majeure, ça va être la déforestation. Parce qu'encore une fois, on est de plus en plus sur le globe à en consommer, et on en consomme partout pour des utilisations, alors pas forcément débiles, mais presque. C'est-à-dire que on va prendre du chocolat pour absolument... on va avoir des produits dérivés pour absolument tout. On passe il y a quelques années, moi quand j'étais gamin, j'avais un calendrier de l'Avent et j'étais très content pour Noël. Aujourd'hui, on en a 5. Avant, il y avait de temps en temps quelques petits... avant, c'était du chocolat. J'ai l'impression de parler comme un vieux. mais justement, avant, on avait quelques tablettes de chocolat. Aujourd'hui, il y a 40 marques différentes qui proposent un truc avec du sésame, du daim, du nougat, du machin et tout. En fait, on est plus sur des bonbons au chocolat que des vraies tablettes de chocolat. Et du coup, on en met dans de plus en plus de produits. Donc on en a de plus en plus de besoins. Le problème, c'est que la Terre n'est pas extensible. À un moment donné, forcément, il y a quelque chose de fini. Et le cacaoyer, jusqu'à aujourd'hui encore, ça ne pousse que sous les tropiques, et plutôt proche de l'équateur. Donc aujourd'hui, le berceau un peu de la production, ça va être l'Afrique de l'Ouest, très très majoritairement. Ils sont 70%. Beaucoup aussi l'Amérique latine et de plus en plus l'Asie et l'Asie du Sud-Est. Et pour une petite info, 90% des aires protégées et des forêts primaires d'Afrique de l'Ouest ont été déforestées, je pense que c'est 40 ou 50 dernières années, au profit justement de grandes cultures, notamment les cacaoyers. Donc oui, il y a un petit sujet quand même, c'est-à-dire que on déforeste de la forêt primaire, on en exproprie des personnes pour avoir accès justement à cette terre fertile, en tout cas accessible.
on participe à la disparition de grandes espèces, pas que d'individus, mais d'espèces entières de grands singes, d'éléphants, de léopards, enfin la vie animale, la vie végétale bien évidemment aussi. Et quand on va déforester, on va brûler, on va dégager des arbres, ça va émettre énormément de carbone dans l'atmosphère. Et en plus de ça, on le voit bien avec le soja et le bovin en Amazonie, au-delà du carbone, ça va nous enlever aussi un peu un poumon de la planète. Parce que globalement, les arbres, quand même, ça fait un peu d'oxygène. Ça et les algues, c'est comme ça qui nous permettent de vivre sur la Terre. Donc effectivement, on peut se dire, dans tous les cas, on va replanter des arbres, parce que le cacaoyer, ça reste un arbre. C'est ce que j'allais dire, je voulais me faire l'avocat du diable et dire, c'est pas de l'agroforesterie. En fait, là... Ah non. Non, parce qu'en fait, on perd la biodiversité. Et c'est ça, justement, qui est important d'avoir, c'est que le carbone, c'est une belle entrée en matière, parce qu'aujourd'hui, c'est un indicateur, mais un indicateur parmi plein d'autres, mais c'est comme une monnaie, c'est quelque chose qu'on connaît et sur lesquels on commence à se poser des questions, et c'est une unité de référence. Le problème, c'est que le carbone ne veut pas tout dire. Effectivement, d'un point de vue carbone, tu déforestes et tu, entre guillemets, afforestes, tu plantes des nouveaux arbres, des cacaoyers, qui sont des arbres. Donc en fait, d'une certaine manière, ça va faire aussi du stockage carbone, ça va aussi émettre de l'oxygène dans l'atmosphère, donc d'une certaine manière, tu dis pourquoi pas. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est toute la vie autour de ces forêts primaires et de ces aires protégées. C'est toutes les interactions avec les animaux, c'est tout justement la pluralité des essences différentes qui sont dans ces forêts primaires-là. C'est vraiment des écosystèmes entiers qui sont rasés du jour au lendemain. Donc déjà, en fait, cette forêt a mis, 100, 200, 300 ans, peut-être 1000 ans à s'autogérer. En rasant ça du jour au lendemain, forcément, ça va totalement déséquilibrer la vie du sol ou même les animaux. Et donc, les interactions hommes-animaux vont être un vrai sujet. C'est-à-dire que les éléphants qui ont trouvé refuge dans certaines clairières, il n'y a plus leur clairière, ils vont aller forcément embêter les humains qui sont à côté. Et d'une certaine manière, c'est normal. On arrive sur leur territoire où juste ils ne savent pas où aller. Bah ouais. De la même manière avec des léopards qui sont des chasseurs et du coup du jour au lendemain, en fait, ils bouffaient peut-être du petit gibier. Le petit gibier, ça va être l'homme pareil demain. Oui, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'accidents aussi dans ces zones-là. Et surtout, la monoculture, et en particulier la monoculture intensive sur certaines commodités, sur certaines cultures et dans certaines régions, c'est pas forcément ce vers quoi il faut aller, encore une fois, parce que ça va créer une paupérisation du sol, des ressources, et on va pas forcément aller vers la pluralité des écosystèmes et les bienfaits de tous ces écosystèmes qui apportaient déjà d'une manière un peu qualitative, c'est-à-dire que se promener dans une forêt c'est quand même plus sympa que se promener sur un champ d'arbres, c'est un peu différent, et surtout tout la vie du sol qui permettait justement potentiellement d'éviter l'utilisation de produits phytosanitaires avec un sol très riche et fertile. Et en disant ça, j'ai l'impression de tirer le trait sur une manière de cultiver du cacaoyer. En réalité, il n'y a pas une seule manière de cultiver du cacaoyer. Il y en a majoritairement deux. Okay. Il y a la culture, on va dire classique, en tout cas conventionnelle qu'on a aujourd'hui, c'est la culture justement, on va dire, sous soleil ou en tout cas à l'air libre. C'est on déforeste et on plante du cacaoyer direct. Le problème, c'est que le cacaoyer, c'est un arbre fantastique, mais c'est une diva. C'est-à-dire que le cacaoyer, c'est un arbre qui veut de la chaleur, mais pas trop, et qui veut du soleil, mais pas trop. Donc, la meilleure manière de le cultiver pour avoir déjà un arbre en bonne santé, qui donne beaucoup de fruits, et en plus de ça, où il y a un panel aromatique de la cabosse et des fèves derrière qui est top, c'est de la culture sous ombrage. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire, on va planter des arbres, et là on arrive justement dans l'agroforesterie, c'est on plante des grands arbres qui poussent très vite et qui permettent justement de faire une canopée et de protéger les cacaoyers en dessous. On plante ensuite le cacaoyer qui va pousser moins vite et qui va avoir besoin justement d'un peu d'ombre, et en même temps ça va créer un petit écosystème où l'humidité va augmenter, enfin la teneur en humidité va augmenter, où justement il va être protégé de ces entre guillemets agresseurs et du soleil direct. Et alors ça va mettre un peu plus de temps pour se développer et pour avoir ses cabosses, mais on aura
un système déjà qui sera beaucoup plus vertueux pour l'environnement. Pas forcément besoin de rajouter des engrais ou des pesticides parce que finalement justement le fait qu'il y ait un grand arbre au-dessus qui protège du soleil, il y a plein de mauvaises herbes ou d'autres trucs qui eux ont besoin de soleil pour pousser, donc ça pousse pas. Et derrière, en plus, si tu rajoutes, je sais pas, des légumineuses au pied du cacaoyer, ça permet d'enrichir le sol en matière organique et en azote naturel. Donc c'est des engrais naturels. Et en plus de ça, tu peux avoir de la récolte d'autres choses, des récoltes un peu maraîchères, de légumineuses, etc. Donc c'est deux choses qui sont totalement différentes. Le côté classique, conventionnel, où en fait on veut faire pousser vite et plus ou moins bien, et l'autre côté où on essaye de faire pousser mais moins vite, mais avec une plus grande qualité de cacaoyer. Et là on peut se poser la question, mais pourquoi tout le monde fait pas ça ? Surtout, moi, avant ça, c'est aujourd'hui, tu vois, ça représente quoi, juste, en termes de part, tu vois, combien de, pas pourcent, mais à peu près, il y a justement sur cette manière de le cultiver versus la manière traditionnelle. En fait, la manière traditionnelle a changé au fur et à mesure des âges, quoi. C'est-à-dire que le cacaoyer, tout début, c'était quand même en Amérique latine et c'était censé être consommé à des fins de rites, des fins de rituels, effectivement. Ça a beaucoup changé. Quand tu prends une tablette de Milka, t'es plus trop dans une danse extatique à invoquer les dieux, quoi. Donc, effectivement, avant, je pense que c'était plutôt... avant, je te parle d'il y a quelques centaines, voire milliers d'années, on était plutôt sur... je sais même pas si c'était de la culture, mais en tout cas, on récoltait le cacao comme ça. Et effectivement, avec... la découverte des Amériques, avec finalement cette volonté de consommer, surtout par nous Européens et dans les pays tempérés, parce que c'est plutôt dans les pays froids qu'on va consommer du chocolat et du cacao en général. Une grande partie de cette production s'est décalée en Afrique de l'Ouest. Effectivement, le côté traditionnel, entre guillemets, maintenant a perdu son sens, puisque on est plutôt sur le conventionnel, classique, sous soleil, quoi. Avant de répondre à ta question, je mets juste aussi un élément de contexte, c'est comment aujourd'hui sont cultivés les cacaoyers. Alors oui, il y a une partie qui sont des concessions de très grosses agro-industries ou des gros traders, pas forcément des gros traders, mais en tout cas des grosses entreprises qui possèdent des organes de production, des organes de transformation et derrière la partie commercialisation. Donc c'est des très grandes multinationales qui ont ça. Et là effectivement tu as des grands champs, mais la majorité en fait des culture de cacaoyer, ça reste des petits producteurs. Je pense que c'est 90, peut-être même 95 aujourd'hui de la production de cacaoyer, c'est des petits producteurs qui ne sont pas forcément très bien organisés, c'est le moins qu'on puisse dire, et surtout qui ne possèdent pas forcément des dizaines d'hectares. Ils ont 2, 3, peut-être 5 hectares justement de cacaoyer. Donc ils vont pas avoir que ça, hein. Tu peux avoir un peu de manioc, tu peux avoir peut-être un peu de palme, tu peux avoir pareil peut-être un peu de légumineuses, et effectivement au fond du jardin, des parcelles, tu vas avoir du cacaoyer. Parce qu'on considère que c'est une culture qui est très rentable. Alors rentable pas forcément pour les producteurs, mais en tout cas, c'est ce que les agro-industries leur font miroiter. Donc, c'est très difficile de pouvoir avoir, pour venir à ta question, sur un chiffre précis de ce qui est fait sous ombrage ou pas sous ombrage. Parce que justement, la filière cacao est très opaque aujourd'hui. C'est-à-dire que là, ce que je te donne comme chiffre, 90-95% de petits producteurs, justement, ils ne sont pas très organisés. Donc, à moins d'avoir justement des coopératives, et il y en a de plus en plus qui permettent justement, de mutualiser les coûts, d'avoir un peu plus d'apporter plus de connaissances sur la partie technique agricole, que ce soit via des marques européennes ou que ce soit via des associations ou des coopératives qui sont endémiques et locales aux pays producteurs, compliqué de savoir. C'est juste qu'il y a une très 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 large majorité justement des cacaoyers aujourd'hui qui sont sous soleil et pas sous ombrage, ce qui va poser un très gros souci au niveau du réchauffement climatique, parce que comme je le disais justement, le cacaoyer c'est un arbre fragile, plus il va faire chaud, moins il va se plaire, et plus il va faire chaud, moins il va se plaire, donc moins il y aura de rendement, donc forcément, et à juste titre, le producteur va être tenté d'aller voir ailleurs et d'aller cultiver sur d'autres espaces et globalement des endroits plus en altitude.
Donc on va aller un peu plus en altitude, sauf que là avant il y avait autre chose. Donc soit peut-être de la forêt secondaire, peut-être de la forêt primaire, peut-être je sais pas, des cultures maraîchères. On dégage tout ça et on va planter du cacao. Donc c'est ça aujourd'hui le vrai sujet aujourd'hui, c'est d'arriver. Enfin il y a plusieurs sujets, c'est d'arriver pour le consommateur à se poser la question de savoir ce qu'il veut manger. Ça c'est un petit sujet, savoir si on veut une tablette avec la vache violette, avec aucune traçabilité de son cacao. Est-ce que le producteur pourrait pas justement avoir un peu plus de connaissances techniques et agricoles pour se poser les questions des externalités et des conséquences justement de ça? Et en même temps, est-ce que les entreprises, les industriels, peuvent pas justement aider l'agriculteur à mieux cultiver, mais avec le juste prix, et au consommateur à arrêter de lui vendre des produits de merde qui ont aucune valeur ajoutée, il n'y a pas de goût, c'est hyper riche en sucre, et on continue à alimenter un système où ni le consommateur ni le producteur se retrouvent gagnants. Le consommateur, il a un produit vraiment, à défaut en plus d'être inutile, c'est pas bon, et le producteur n'est pas payé à sa juste valeur, et n'est pas non plus aidé pour aller vers des manières, des itinéraires techniques, on appelle ça, qui sont mieux disants pour l'environnement. Oui, c'est ça, parce que c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Oui, les producteurs, tu vois, on peut dire il faudrait qu'ils fassent mieux, sauf qu'aujourd'hui, ils ont ni les moyens, ni... effectivement, il n'y a aucune aide, et en vrai, déjà que, comme tu le disais, la plupart... ils touchent absolument rien. C'est pas leur récolte, véritablement. Il y a un peu ce truc de oui, en fait il faut d'abord les aider eux, faut d'abord les rémunérer pour qu'ils puissent vouloir faire les choses d'une meilleure façon. Exactement. Qu'ils puissent d'ailleurs, pas vouloir. Mais... Non, c'est qu'effectivement, il y a vouloir et il y a pouvoir. Beaucoup d'agriculteurs veulent effectivement, je pense que ça fait plaisir à personne de se dire qu'on salope sa parcelle et qu'on a besoin d'acheter de toujours plus de pesticides, notamment glyphosate, alors que c'est des terres qui étaient objectivement très riches au début, quand tu commences à utiliser des herbicides parce qu'il y a trop de mauvaises herbes entre guillemets, ou tu dois mettre des engrais de synthèse sur une terre qui était à l'origine très fertile. Je pense qu'il se passerait bien de ces coups-là. Mais pour avoir en tête un chiffre assez frappant, c'est quand tu achètes une tablette, il n'y a que 2 carreaux, donc 7% de ta tablette qui revient, du prix de ta tablette qui revient au producteur. C'est pas beaucoup. Une grande partie de ça va être, je pense, entre 30 et 40%, c'est le transformateur qui se prend une belle marge. Et pareil, 30 à 40%, c'est le distributeur. Mais là, on parle des tablettes de grande distribution. Globalement. En moyenne. Ouais, en moyenne. Okay. Ouais. Forcément, la grande distribution, les coûts peuvent être... peut-être, ça va encore diminuer la part du producteur. Pour des artisans chocolatiers, en fait, tout dépend, ou même des chocolatiers plus haut de gamme, tout va dépendre en fait de la manière dont ils s'approvisionnent. C'est pas parce que ton chocolat est haut de gamme que l'approvisionnement l'est également. Ça va dépendre aussi de la vision et l'envie et de s'approvisionner plus ou moins juste par ton artisan ou ton chocolatier haut de gamme. Et ça va aussi largement dépendre du fournisseur, parce que je ne suis pas sûr que l'artisan chocolatier ait ni l'envie, ni les ressources, ni les moyens d'aller directement sur les parcelles pour vérifier justement que tout se passe bien. Parce que je pense qu'il est plus occupé à faire ses chocolats, et ce n'est pas du tout le même métier. Donc c'est ça le sujet, c'est que si tu as un grossiste en qui tu as totalement confiance et qui est transparent, trop cool. Et là, pour le coup, justement, peut-être que le producteur aura un salaire un peu plus décent. Dans la réalité, là, encore une fois, une très large majorité des grossistes et des middlemen qui bossent avec ça, il n'y a pas de traçabilité. Parce qu'encore une fois, le grossiste, il doit se taper tous les producteurs à les récupérer. C'est une des raisons pour lesquelles, justement, c'est un peu compliqué. Il y a de plus en plus de coopératives qui permettent d'agréger, de mutualiser, les ressources, et de justement, de sécuriser les approvisionnements en cacao pour faire en sorte que les industriels ou les transformateurs de chocolat aient un peu plus de visibilité sur les stocks et surtout un approvisionnement qui soit un peu plus pérenne, et surtout d'apporter une visibilité aussi sur les marchés des cacaoculteurs. Parce que le problème, c'est qu'ils cultivent une matière première dont c'est eux qui sont aux manettes, mais ils n'ont
aucun levier en fait sur les cours du cacao, parce que ça reste une commodité mondiale, internationale, qui est d'une certaine manière soumise au trading. Le mec au beau milieu de la Côte d'Ivoire, il peut rien faire, et surtout il n'a pas forcément de connaissance de la montée ou la descente des cours du cacao. Donc c'est ça le sujet, c'est que on va demander à une personne au beau milieu du Ghana ou de la Côte d'Ivoire ou d'un pays d'Amérique latine d'arrêter de déforester. Mais en même temps, on va lui dire de continuer à faire du cacao s'il veut survivre, parce que c'est pas vivre en dessous de $2 par jour, c'est de la survie. Et on va lui dire d'arrêter aussi l'utilisation de pesticides, glyphosate, d'arrêter des engrais azotés, pour que nous, riches Européens, on puisse continuer à bouffer des chocolats qui sont vendus la tablette 2 à 3 euros la tablette. Voilà, c'est même pas le prix d'une journée de travail pour le cacaoculteur. Donc c'est un vrai sujet, la juste répartition de la valeur. Et il y a de plus en plus de coopératives sur place qui arrivent justement à faire en sorte de transformer, d'avoir quelques étapes de transformation sur place, dans les pays producteurs, justement pour augmenter cette marge-là. Parce que pour les personnes qui nous écoutent, qui ne savent pas comment fabriquer le chocolat, il y a 2 très grosses étapes, une dans les pays producteurs et une dans les pays consommateurs. Donc on récupère les cabosses de chocolat à l'intérieur, donc on va les couper soit à la machette, soit avec plutôt un bâton de bois pour pas péter les fèves à l'intérieur, pour pas les abîmer. On récupère les fèves avec la pulpe. Ensuite, ces fèves-là sont mises... alors je tire le trait, on n'a pas non plus 2 heures. Donc ces fèves-là sont récoltées, on enlève la cabosse qui peut servir de compost et d'engrais naturel. On prend les fèves, on les met dans des grands bacs où on va les faire fermenter. Ouais. Cette fermentation, c'est de la fermentation, donc ça sent pas forcément toujours très bon. L'objectif, c'est d'avoir une première palette aromatique justement, et d'avoir les arômes qui commencent à arriver. Et ensuite, on va faire sécher nos fèves fermentées, qui ont fermenté pendant 3-5 jours, une semaine, un peu plus. Soit on les fait sécher au soleil, ça c'est plutôt traditionnel, soit on va les faire sécher dans des grands séchoirs plus ou moins industriels, pareil toujours dans les pays producteurs. Et enfin, une fois que c'est sec, ton cacao est prêt à être envoyé dans les pays consommateurs, parce que tes fèves sont stables. Elles vont pas normalement rancir, elles vont pas se réhumidifier, ça va pas refermenter, etc. Donc elles sont stables. Et ensuite, là, c'est le chocolatier ou l'industriel qui récupère ces fèves de cacao séchées et fermentées pour les torréfier. Donc, c'est la dernière grande étape aromatique. Et là, on va finir justement cette panel aromatique organoleptique qui va être très importante. Et ensuite, on va concasser ces fèves, avoir une pâte, la masse de cacao, et ensuite on va intégrer cette masse de cacao à nos chocolats avec du gras, donc ça peut être du beurre de cacao, mais ça peut être aussi de l'huile de palme, de l'huile de noyau de mangue ou plein de choses, du sucre, du lait et plein de petits trucs en plus pour faire soit du chocolat, soit des bonbons. Alors, sur tout ça, donc effectivement, on a vu, t'as dressé un beau panorama des enjeux qu'il y a autour de tout ça. Quelles sont aujourd'hui un petit peu, tu vois, les pistes qui sont avancées? Alors là, je te demande vraiment pas les pistes, tu vois, de qu'est-ce qu'on doit faire, ça sera ma question d'après, mais aujourd'hui, quelles sont un petit peu les pistes qu'on avance à l'échelle internationale pour à la fois, tu vois, limiter toute cette déforestation et en même temps avoir une plus juste rémunération des producteurs et que ce soit un petit peu plus vertueux comme système? Là, ça va vraiment être un parti pris très personnel, donc on est d'accord, on n'est pas d'accord. Mon parti pris de ce que je vois sur le terrain aujourd'hui et de la connaissance de la complexité de la filière, pour moi, paradoxalement, il ne faut pas bosser sur la déforestation ni sur l'empreinte environnementale. Je m'explique. À mon sens, il faut beaucoup plus bosser sur la juste rémunération du producteur. C'est-à-dire que si on lui paye le juste prix de son cacao, en fonction justement, déjà juste si intrinsèquement on paye plus,
Ça, c'est déjà une première étape. Mais surtout, si on le paye plus en fonction de la manière dont il cultive. C'est-à-dire que s'il cultive sous un cahier des charges où, justement, on lui demande d'arrêter l'utilisation de certains pesticides, l'arrêt de certains engrais azotés, si on l'informe qu'il faut arrêter aussi la déforestation, mais on lui dit à côté de ça, tu as un prix premium justement sur ce cacao qui est, qui est exempt de déforestation et de l'utilisation de phytosanitaires, forcément, si on lui signe ça, et si vraiment il y a quelque chose de vrai qui est mis en place derrière, on peut driver un changement énorme. En arrivant justement à adresser la problématique de respect des droits humains et du respect du travail justement de ces producteurs-là. Donc d'une certaine manière, on travaille sur la déforestation sans travailler directement dessus. Parce que si justement les producteurs voient que avec certains industriels, certains groupes, certains transformateurs, ils peuvent avoir une juste rémunération, mais sans être obligés de défricher leur forêt. Parce que je pense pareil, ça leur fait pas hyper plaisir de raser les forêts aux alentours, mais à un moment donné, faut bien bouffer. Justement, ils vont peut-être arrêter de faire ça. Peut-être aussi, et c'est ce qu'il faudrait faire, c'est limiter le mésusage du cacao et du chocolat dans plein d'applications différentes. Parce qu'il y a un vrai sujet aujourd'hui, c'est le goût du chocolat. On a un goût qui est... Enfin, le chocolat, il y a plusieurs notions. C'est une palette aromatique qui est énorme. Il y a une notion de terroir, un peu comme le vin. C'est-à-dire qu'un cacao d'Haïti ne sera pas le même que Nicaragua, qui ne sera pas le même qu'en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, quand on va goûter, je sais pas, mais en tout cas, quand on va manger un chocolat de masse de l'industrie agroalimentaire qu'on voit en supermarché, il y a, à mon sens, aucune différence, parce que globalement c'est du cacao qui est mélangé, il n'y a pas forcément de sélection, on prend un peu de tout venant, si c'est pourri, c'est pas pourri, on s'en fiche un peu, hop, ça part en fermentation, on va hyper vite, et dans tous les cas on va avoir beaucoup de sucre, en général c'est le premier ingrédient, un peu de lait et surtout de l'extrait de vanille, alors plus ou moins naturel, pour faire un petit finish et faire en sorte qu'il y ait un goût qui soit homogène sur les millions de tablettes qui sont vendues, en fait, c'est vraiment juste c'est un bonbon, c'est pas du chocolat. Et à l'inverse, et même en supermarché, on peut trouver des tablettes avec plus une notion d'origine, avec un travail vraiment de chocolatier derrière, qui n'est pas forcément plus cher et qui nous permet de se dire, en fait, il y a un vrai goût du chocolat. Il y a une palette aromatique qui est beaucoup plus complexe et c'est beaucoup plus plaisant de manger ce type de chocolat. Et là, pour le coup, on va driver quelque chose de plus sympa, quoi, parce que, les industriels doivent se missionner pour mettre en place ou aider les coopératives sur place, sans être des colons, parce qu'en fait on peut vite tomber dans le côté on vous donne de l'argent, nous les petits blancs européens pour vous les peuples africains. Voilà, donc ça faut totalement éviter. C'est plutôt des relations de partenariat, donc c'est pas donner de l'argent, c'est plutôt investir sur place dans des coopératives, ou en tout cas avoir des échanges win-win, une amélioration des techniques agricoles sur place, et en même temps investir de payer le juste prix aux producteurs locaux, et à côté de ça faire en sorte d'élever la connaissance, d'élever les compétences gustatives aussi du consommateur et la consommatrice, en lui proposant des produits de qualité. Et qualité ne veut pas dire forcément un prix largement plus élevé, parce que aujourd'hui il y a des marges qui sont quand même énormes au niveau de la distribution et de la transformation. En réduisant un tout petit peu ces marges, on arrive à un prix du chocolat, enfin du produit fini, qui n'est pas forcément plus déconnant. Et aujourd'hui il y a beaucoup de marques, il y a plusieurs marques, même en grande surface, qui arrivent à avoir justement aller vers ce commerce équitable, potentiellement même avoir du chocolat bio pour des tablettes qui sont entre 10 et 30 centimes, peut-être un tout petit peu plus, allez, maxi 50 centimes de plus que l'équivalent, en tout cas que la marque à la vache violette. Oui, parce que ça, je trouve que tu vois, c'est un vrai sujet, et je trouve que c'est facile, mais tu vois, c'est assez facile quand même de dire, en tant que consommateur, et effectivement, tu vois, il faut qu'en tant que consommateur, on consomme du meilleur chocolat aussi, pour que ça puisse changer. Tu vois, c'est vrai que je trouve on peut vite tomber aussi dans, finalement, du meilleur chocolat. Après, comme tu le disais, il y a le meilleur chocolat et le chocolat haut de gamme, où il y a une différence, mais où du coup, le chocolat redeviendra un produit d'ultra luxe, comme finalement c'était avant,
il l'est encore, puisqu'effectivement, il y a une différence entre les pays consommateurs et les pays producteurs. Ça reste un produit de luxe pour tous les... Enfin, on est des privilégiés quand même à pouvoir manger autant de chocolat. Mais tu vois, malgré tout, dans les pays consommateurs, une grande majorité des gens, aujourd'hui, peuvent en manger. Et en fait, c'est tellement devenu aussi quotidien, c'est ce que tu disais, on en trouve partout, que tu vois, je pense que c'est aussi compliqué dans la tête de plein de gens de se dire, en fait, on va devoir s'en passer ou réduire ou... C'est un vrai sujet, justement, la consommation. Mais après, je pense qu'il faut distinguer deux choses. Je parlais des fraudes tout à l'heure sur justement le miel, par exemple. Un miel est normalement un produit de luxe parce qu'il faut quand même plusieurs dizaines de milliers d'heures aux abeilles pour avoir un peu de miel. Aujourd'hui, quand on voit des miels chinois qui sont coupés au sirop de glucose et qui ont la dénomination miel, ça ne sert pas les apiculteurs en général. Non. Pourquoi pas avoir ces produits-là sur le marché ? C'est des produits, encore une fois, de merde, mais pourquoi pas ? Mais si on distingue les deux appellations, c'est d'un côté des vrais miels, et de l'autre côté, ce serait autre chose, une autre appellation, ce serait du coup des sirops, de miel ou des trucs comme ça. On emmerde les industriels qui font des steaks végétaux en disant justement il faut plus que ça s'appelle steak. On fait pas la même chose sur les miels aujourd'hui. Et sur le chocolat, je pense que ça peut être pareil. C'est de distinguer les deux appellations. C'est chocolat, à partir du moment justement où on est sur une vraie base avec du cacao, pas 50 additifs au nom de Pokémon, pas justement l'utilisation irraisonnable d'huile de palme, pareil, pas de tracé et tout, pas d'investissement de l'entreprise justement vers un commerce plus équitable et potentiellement une préservation de l'environnement, parce que c'est un vrai sujet, et c'est pas que moi qui le dis, parce que aujourd'hui c'est un vrai sujet au niveau de la Commission européenne, qui est une loi contre la déforestation justement qui cible beaucoup de communautés, notamment le cacao. Donc ces vrais chocolats-là versus des bonbons chocolatés, tout ce qui va être Twix, Milka, Toblerone, etc. À mon sens, ce n'est pas du chocolat. Ouais. C'est des préparations à base d'un peu de cacao. À partir du moment où c'est le sucre, le premier ingrédient, ce n'est plus du chocolat. Et c'est ça justement qu'il faut avoir en tête, c'est de se dire pourquoi pas avoir ce type de produit-là, c'est des produits de grande consommation, mais que le consommateur soit conscient de ce qu'il achète. Et objectivement, d'un point de vue santé, on n'a que des avantages à consommer du chocolat, mais juste un peu, et éviter aussi de s'habituer à des produits ultra sucrés et ultra gras, avec encore une fois un sucre qui est quand même pas forcément donc ça va être un sucre blanc raffiné qu'on va avoir dans certains types de chocolat comme ça, et des huiles qui sont des huiles hydrogénées. L'huile de palme hydrogénée, pareil, d'un point de vue santé et d'un point de vue nutrition, on n'est pas sur des produits ultra qualitatifs, sans parler forcément des empreintes environnementales et éthiques. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, donc tu disais il y a aussi tout ce travail à faire du côté des grands groupes. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ton quotidien chez Greenflex, parce que tu accompagnes pas mal d'entreprises, tu vois aussi qu'il y a des changements, des leviers, des tendances, tu vois, et que tout ça, justement, comme il y a eu des lois qui arrivent sur la déforestation, que ça commence à être vraiment un sujet, est-ce que les grands groupes, tu vois, s'adaptent un petit peu? Est-ce qu'il y a des changements ou en vrai, pas vraiment? Non, il y a des changements. Il y a des vrais changements qui sont contraints, forcés, ou des changements vraiment qui viennent des équipes. Et ça, c'est ultra intéressant. Et surtout, c'est ce qui me permet, de continuer à me lever le matin en me disant que je pisse pas dans un violon. Mais ces 10 dernières années, ça fait à peu près 10 ans maintenant que je travaille un peu dans ces sphères-là. Entre le moment où j'ai commencé ma carrière sur le terrain et je voyais justement des petites initiatives de coopératives au Vietnam ou en d'autres pays Asie Sud-Est ou même d'Afrique de l'Ouest, et aujourd'hui, ça s'est un peu démocratisé. Après, c'est la manière dont c'est fait, où y a beaucoup de claims environnementaux. Oui, alors attends, c'est du chocolat qui est éthique et finalement pas tant que ça, parce qu'en fait, on va avoir justement certains labels de commerce équitable où en fait alors ça va être éthique, oui, et du commerce équitable, pourquoi pas, mais pas sur le cacao, ça va être sur le lait ou le sucre. Et tu te dis, en fait, il y a on essaye d'être un peu des roublards avec le consommateur. Et je pense qu'il y a
plusieurs types d'entreprises aujourd'hui. Il y a, comme tu le disais, justement celles qui vont être un peu contraintes par la réglementation. En fait, on n'a plus le choix. À partir de fin d'année, il va falloir justement savoir d'où ça vient, comment c'est fait, et être sûr que ton cacao est exempt de déforestation et que les consommateurs ont eu le droit, les producteurs ont eu le droit de cultiver la terre pour avoir du cacao. Et ça n'a pas une mince affaire parce que comme le paysage de producteurs est hyper morcelé, ça va être un vrai challenge pour les entreprises. Elles auraient dû le faire avant, elles vont être contraintes et forcées. Donc ça, c'est plutôt bien, ça met un petit coup de pied dans la fourmilière. Et à côté de ça, on va voir des entreprises qui se disent, en fait, il y a un élément marketing énorme d'aller vers justement ce genre d'allégations. Et d'autres, c'est dans leur ADN, elles se fondent justement soit en scope, donc des sociétés coopératives, soit justement dans leur objectif, dans leur raison d'être, c'est de faire des produits qui sont les moins problématiques pour l'homme et la planète, tout en, mine de rien, faisant des produits plaisir. Parce que le chocolat, le café, certains bonbons, c'est pas des produits dont on a réellement besoin. Non. C'est des produits plaisir et ça doit continuer à être là-dessus. Moi, je dis pas du tout qu'il faut arrêter de consommer du chocolat. La vie serait bien plus triste sans chocolat. C'est juste qu'il faut essayer d'avoir un produit qui nous fait plaisir à nous sans flinguer la vie du sol quelque part, sans participer justement à l'expropriation des personnes. Parce qu'encore une fois, quand tu achètes un produit, tu achètes le monde qui va avec. Quand tu achètes une tablette de chocolat low cost, tu achètes la déforestation, la perte de biodiversité, les expropriations, le manquement aux droits humains qui vont avec cette même tablette. Et je ne dis pas d'aller vers des tablettes ultra luxe, parce que je vais peut-être me faire des ennemis, mais c'est pas parce qu'on achète un chocolat ultra luxueux. C'est ce que je voulais te demander. Voilà. Non, c'est ça le problème aujourd'hui, c'est que t'es même chez les très très grands artisans chocolatiers ou dans justement les pâtissiers de renom. Et là, c'est toi qui vas pas te faire des amis. On n'est pas forcément sûr d'avoir justement une qualité du cacao, paradoxalement, qui soit à la hauteur justement des impacts là, quoi. Donc, pour répondre à ta première question sur les leviers et ce que je vois aujourd'hui, oui, les entreprises s'engagent de plus en plus, contraints et forcés par les réglementations, les attentes des consommateurs ou mues par une vraie volonté de changement. Et on voit des changements. Le problème, c'est que ça prend du temps, parce que les habitudes des consommateurs, en fait, ça prend du temps, parce qu'on est avec des arbres, cacaoyers, c'est plusieurs dizaines d'années, donc on va pas. L'objectif, c'est pas de raser des arbres qui sont issus d'arbres qu'on a encore rasés. L'objectif, c'est de garder les cacaoyers qu'on a aujourd'hui et d'éviter de continuer justement à aller vers plus de fronts de déforestation. C'est plutôt ça l'objectif. Certains agro-industriels le voient plus que d'autres. Le changement prend du temps, c'est un peu de temps en temps un peu problématique et un peu frustrant, mais on voit quand même du positif. Et sur cette loi, donc effectivement, comme tu le disais, qui vise à savoir d'où provient le cacao, etc. Est-ce que, quel impact ça va avoir sur les producteurs ? J'espère un impact très positif. Parce que, en fait, donc, c'est l'EUDR, c'est une réglementation européenne contre la déforestation importée, va imposer à tous les acteurs économiques, donc les importateurs ou les transformateurs qui utilisent du cacao, café, soja, huile de palme, voilà. Mais en tout cas là, on reste sur le cacao, de savoir effectivement d'où ça vient et d'avoir des preuves ton cacao, que ta matière première est exempte de déforestation. Donc déjà, dans un premier temps, il y a une notion de traçabilité, de transparence de la parcelle jusqu'à ta tablette. Ouais. Aujourd'hui, même certains grands groupes industriels n'ont pas du tout cette traçabilité-là. Ils ne savent pas du tout d'où ça vient. Ils savent que ça vient du grossiste ou de leur fournisseur. C'est comme si toi, demain, tu vas acheter une tomate en supermarché, je te demande d'où ça vient, tu me dis, ça vient de chez... Ouais, même pas, ça vient de chez Leclerc, tu vois, on en est là. Et eux, ils se disent, en fait, ça vient de chez Michel. Mais c'est Michel le grossiste, et tu dis, ouais, mais ça vient d'où, de quel pays ? Ah je sais pas. D'accord, et tu sais pas d'où, pays ou région ? Ah non, non. Et c'est quoi comme type de cacao ? Je sais pas. Parce qu'en fait, ce qu'on demande, c'est pas ce qu'on leur demande les acheteurs, et puis même dans la réalité, on demande juste du cacao, et derrière, juste comme je te le disais, dans les recettes, tu vas le mélanger dans tous les cas, et que ce soit un criollo, un trinitario, qui sont des variétés de cacao, tu t'en fiches complètement, parce que derrière,
le goût sera de toute manière homogénéisé et lissé en fonction des batchs. Cette réglementation, normalement, va apporter un peu plus de clarté justement à ça. Ça va aussi, normalement, permettre aux producteurs d'être un petit peu plus protégés sur, alors ça c'est en théorie, sur le droit foncier. C'est-à-dire que, pour être exemple déforestation, il n'y a pas que le côté environnemental, il y a le côté juridique. C'est est-ce que tu as le droit de posséder ta terre, qui possède ta terre, et est-ce que tu as le droit de cultiver sur cette terre-là ? Parce que c'est pas le tout de la posséder, est-ce que tu as le droit de la cultiver ? Et ça, normalement, ça va permettre aussi aux producteurs, en théorie, de se dire, ça c'est ma terre, je cultive là-dessus, ça m'appartient, dans des pays où on peut être exproprié, etc. Donc si demain, justement, on dit un agro-industriel, ah ouais, mais en fait, ton cacao, tu as dégagé les gens qui habitaient pour produire du cacao, en fait, on va pas le prendre. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'il y aura des grosses sanctions. De mémoire, ça va être 4 ou 5%, une amende, c'est 4 à 5% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise. Okay. Donc ça va commencer à picoter un peu. Et ça, justement, ça va permettre de se mettre en ordre de marche assez vite. Ça fait peur à beaucoup de monde parce que, pareil, ils n'ont jamais fait ça, parce que c'est hyper morcelé. Et il y a un petit sujet aussi, c'est la réalité administrative dans certains pays. C'est-à-dire qu'on va demander à certains producteurs, dans certains pays, d'avoir des papiers notariés d'appartenance à la terre. Dans des pays où c'est le droit coutumier en général qui régit l'appartenance à la terre. Droit coutumier, ça veut dire que, en fait, moi je sais que toi, tu es sur cette terre-là, parce que ton père était sur cette terre-là, parce que ton grand-père était sur cette terre-là, etc. Et c'est admis. Mais il n'y a rien, aucun papier, rien du tout. C'est juste le chef de village qui sait comment ça se passe. Donc du jour au lendemain, on va leur demander d'avoir un papier signé avec justement nos modes opératoires de petits colons européens et notre manière d'être. Donc c'est ça qui va être peut-être un peu le pain point aujourd'hui de la mise en application de cette loi et potentiellement qui peut être impactant, et là pour le coup négativement pour les producteurs, parce que les producteurs qui n'auront pas accès à ces informations-là ou ces documents-là ne pourront pas vendre leur cacao en Europe. Et c'est dommage parce que l'objectif c'est de les aider, pas de les faire chier. Donc ce sera peut-être ça le problème aujourd'hui si on n'arrive pas à avoir des guidelines précises de la Commission européenne. Effectivement, je pense que il y a un vrai sujet dans le sens où, tu vois, effectivement, je trouve que il y a un peu ce double truc de c'est bien si c'est mieux pour nous, mais en même temps, il faut que à l'origine aussi, parce que c'est quand même une grosse problématique aujourd'hui. Et donc, tant qu'à faire, ne leur compliquons pas la vie. C'est ça le problème, c'est que l'objectif, ça part d'une bonne intention, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc l'objectif, effectivement, c'est d'éviter toute problématique de déforestation. Dans la réalité opérationnelle, c'est très compliqué. Mais encore une fois, c'est comme l'origine info, le score origine, le planet score, etc. C'est une mise en place qui se met, c'est du mieux, mais parce qu'aujourd'hui aussi, la réalité des filières, la réalité industrielle est parfois très sombre. Sombre déjà parce que c'est opaque, tu sais pas d'où ça vient, comment c'est fait, et surtout on continue à alimenter des systèmes, en fait il n'y a aucun souci en fait d'une certaine manière à réduire d'une certaine forme d'esclavagisme les producteurs. Et c'est ça justement qu'il faut voir, c'est que ce ne sera pas une loi parfaite, de toute façon il n'y en a aucune qui l'est je pense, mais ce sera toujours un mieux, et dans tous les cas ça va mettre encore une fois un bon coup de pied aux fesses de certains agro-industriels qui s'en fichent complètement parfois de la réalité sur les parcelles. Pour en avoir parlé avec quelques-uns, autant il y a des fois où parfois c'est top justement de discuter avec des grands groupes et surtout des directeurs, des DG hommes ou femmes qui sont des personnes passionnantes et qui justement ont envie de driver vers plus de durabilité justement les pratiques. Autant de temps en temps on sort d'entretien avec des gens qui sont totalement hors sol et qui se fichent complètement de l'autre et qui ont plus en tête leur actionnariat que la réalité sur le terrain. Ouais, ça c'est malheureux. Mais en plus, je pense que t'as aussi, même pour tous ceux qui sont comme tu le disais, qui ont envie de faire changer les choses, de faire mieux et tout, je pense qu'il y a aussi le fait qu'on en consomme tellement que c'est aussi très compliqué de mettre plein de choses en place et tu peux pas non plus tout changer comme ça Non, et puis en plus de ça, quand on parle avec de l'alimentation, tu vois, autant
le bon sens, on peut l'entendre un petit peu plus avec les vêtements. Tu vas se dire, on va arrêter d'acheter chez Shein, H&M, Zara, Primark. Tu te dis, déjà, en fait, le bon sens fait que ton produit, il va tenir 2 lavages et encore. Et après, voilà. Donc, même si tu l'achetais pas cher, d'une certaine manière, peut-être que ça peut te faire chier d'avoir un produit qui est inutilisable au bout de 2 fois. Sur la partie voyage, tu vas te dire, bon, Dubaï, peut-être que, j'en ai pas besoin, peut-être que la partie droits humains là-bas aussi, il y a un sujet, et peut-être qu'en fait, le prix aussi sur place me dit, finalement, j'ai pas forcément besoin d'aller là-bas. Peut-être que j'irai un peu plus proche, je sais pas, en Espagne, en Italie, j'aurai l'impression d'être dépaysé pareil, il va faire beau et chaud, je vais manger des trucs top, et ça va être trop cool. Et en plus de ça, j'aurai pas de problème de droits humains là-bas. Et je peux y aller en train. Sur la partie bouffe, oui, il y a le côté rationnel, mais il y a aussi beaucoup d'émotionnel. Quand moi j'achète du chocolat et que j'en mange, c'est pas à des fins nutritionnelles. C'est parce que j'ai passé une sale journée, parce que ça te donne un petit peu de courage, c'est pour avec ton café, c'est pour un peu de dessert, c'est pour... je sais pas, tu finis un apéro entre copains. Enfin, en fait, il y a tellement d'usages qui sont cool et ça appelle à tellement d'émotions que forcément, c'est très difficile parfois de tirer un trait là-dessus. Et c'est pas ce qu'il faut faire, parce que si du jour au lendemain, on arrête d'acheter du chocolat, du jour au lendemain, c'est pas fou non plus, on prive effectivement les producteurs de leur revenu. Donc, c'est pas ce qu'il faut faire non plus. Non, le vrai sujet, c'est, à mon sens, c'est d'éveiller un peu plus et d'éduquer un peu plus le consommateur à ce qu'il mange réellement. Et encore une fois, de dissocier les appellations chocolat des appellations bonbons ou spécialités, ou je sais pas comment on pourrait le faire, à base de cacao ou à base de chocolat, et même à base de cacao, qu'encore une fois, quand le cacao, c'est même pas 10% de ce que tu as dedans, arrêtons d'appeler du chocolat juste du sucre amélioré. C'est du sucre aromatisé à la limite. Non, puis en plus, je trouve que... Alors, t'as... Encore une fois, tu vois, dans une moindre mesure, mais en plus, je trouve que les changements dans l'alimentation, c'est aussi un coût... Enfin, tu vois, à titre personnel, je veux dire, pour n'importe qui, tu vois, je trouve que en vrai, le problème aussi des enjeux environnementaux, de l'impact écologique de plein de choses, tu parlais de la façon dont on s'habille, même prendre le train versus l'avion et tout, il y a des coûts. Et je trouve que, tu vois, c'est aussi facile, entre guillemets, quand on peut se le permettre, de se dire, moi, je peux faire ce changement de prendre le train plutôt que de prendre l'avion pour partir en vacances. Il y a des gens, en réalité, c'est quand même... Enfin, tu vois, il y a tout ce sujet du prix qui est très important. Et je trouve qu'effectivement, tu vois, quand tu as les moyens, c'est très facile de se dire, j'ai plus du tout envie de m'habiller en fast fashion. Quand tu les as pas, c'est plus compliqué parce que c'est des vêtements qui sont moins accessibles. Totalement, mais après, c'est les imaginaires aussi. C'est qu'il y a une réalité, c'est sur... en fait, c'est sur la praticité... l'accès rapide et les imaginaires. Je m'explique. Tu vois, par exemple, sur les vêtements. Sur les vêtements, la fast fashion, effectivement, c'est pour ça que ça a autant le vent en poupe, c'est que c'est pas cher. Dans la réalité, si tu te dis que tu dois changer toutes les semaines de fringues parce qu'elles sont défoncées, au fur et à mesure, à un moment donné, ça va être un peu compliqué. Moi, effectivement, là, les auditeurs ne vont pas me voir, mais j'ai un polo que j'ai depuis littéralement 10 ans. Il n'a pas bougé. Alors, effectivement, il m'a coûté beaucoup plus cher qu'un polo chez Primark, mais au prorata, sur 10 ans, c'est largement plus... Voilà. Deuxième chose, aujourd'hui et de plus en plus, il va y avoir la seconde main ou alors des fripes, où aujourd'hui effectivement, ou même Vinted, soit c'est pas sexy, soit on se dit qu'on veut pas de seconde main, etc. Mais ça, d'une certaine manière, ça permet de rendre beaucoup plus accessible certaines choses. Et pour l'alimentaire, c'est un peu pareil, c'est que on a l'impression en fait d'avoir accès à de la calorie facile et pas cher avec des aliments transformés. Dans la réalité, ces aliments transformés coûtent très cher par rapport à ce que c'est. Le fait de cuisiner soi-même, le fait d'acheter des fruits et légumes frais et surtout de saison permet de diminuer drastiquement justement son coût global sans impacter trop son budget. Et en plus de ça, de plus en plus, on a des paniers anti-gaspi, alors forcément sur les fruits et légumes, mais aussi sur la consommation, qui permet également de diminuer énormément son budget sur des produits alimentaires basiques, ce qui permet sur certains produits alimentaires qui le sont un peu moins, comme je sais pas, du café ou du cacao, où il y a des problématiques environnementales, de mettre un petit peu plus de prix, sans, encore une fois,
totalement être déconnant sur l'enveloppe budgétaire globale, même d'un foyer les plus modestes. Donc c'est ça un peu le problème, c'est que je suis totalement d'accord que c'est très difficile pour certains foyers, et ça devient une majorité des foyers en France, donc c'est un vrai sujet, de bien s'alimenter, de bien se chauffer, de bien se vêtir. Ouais. Mais aussi, c'est un win-win, c'est du donnant-donnant, c'est que on voit beaucoup moins ces possibilités justement, je sais pas, de panier anti-gaspi, de fripe, de manière un petit peu différente de consommer. Et on voit beaucoup plus justement le côté facile, accessible, Amazon, Temu, Chine, etc. En étant justement la seule et unique manière d'avoir accès à des choses pas chères pour faire comme si justement c'était de la bonne qualité. Alors que pas du tout. Et c'est ça un peu le souci, c'est que la personne qui a un peu moins d'argent devrait d'une certaine manière aussi pouvoir essayer de savoir justement en fonction de ce qu'il ou elle peut faire aussi, mais de savoir justement quelles sont les possibilités autres que d'acheter directement des trucs faciles. Parce que globalement, si on n'achète pas cher un produit, c'est que d'une certaine manière, il y a quelqu'un qui s'est fait avoir dans l'histoire et c'est rarement l'industriel. Non mais voilà, mais tu vois, je trouvais... effectivement, je trouve dans l'alimentation, en réalité, ça te coûte pas plus... comme on le disait, sur des produits comme du chocolat, tu mets un peu plus de prix, mais globalement, changer ton alimentation, c'est rare, ça fait rarement exploser ton budget. Il faut être juste malin et effectivement essayer d'éviter. Et c'est le problème, c'est que ça peut te prendre du temps, parce que c'est beaucoup de temps pour cuisiner. Donc pareil, déjà, tu as un foyer modeste, en plus de ça, tu es des parents avec des enfants. Je me mets à la place justement de ces personnes-là. Donc il y a une notion justement de cuisine et ça prend du temps. Et il y a une notion aussi d'avoir accès à certains produits. Forcément pareil, beaucoup plus simple dans une vie où tu dois travailler, t'occuper de tes enfants, les amener à des activités, etc. Ou juste la vie en général. Le supermarché, c'est plus facile. Mais derrière, si tu vas plus avoir ton producteur local, que ce soit en grande ville ou en région, tu as des marchés un peu partout aujourd'hui. Et quand tu évites justement certains intermédiaires, tu limites les coûts. Et quand tu vas plus vers des produits de saison, alors effectivement, en hiver, manger de la patate, du panais et de la courge pendant 3 ou 4 mois, ok. Mais derrière, tu peux aussi, faire tes bocaux et acheter tes produits en saison. Pareil, c'est du temps, mais c'est un investissement. Et finalement, à mon sens, apprendre à cuisiner, apprendre à connaître justement la saisonnalité, c'est le meilleur investissement à faire. Je pense que c'est beaucoup plus rentable que d'acheter des cryptos. Et puis surtout, en fait, ça te permet d'avoir, encore une fois, une alimentation qui est, moins chère, mais surtout largement plus qualitative d'un point de vue nutritionnel et sanitaire. Et ça te permet d'avoir un petit reste à vivre qui est un petit coussin d'air, soit pour des produits un peu plus quali comme le chocolat, et ou justement pour avoir un peu plus d'argent pour partir en voyage ou juste s'acheter des fringues de meilleure qualité. Oui, puis après je pense que il y a aussi finalement autant consommer moins de Kinder et compagnie, mais en plus en vrai une bonne tablette de chocolat noir, un carreau, ça n'a pas le même impact aussi quand tu le manges, t'es plus vite pas rassasié, mais en tout cas tu as un peu ton quota et tout et en plus, alors peut-être certains auditeurs et auditrices vont me dire ouais mais chocolat noir c'est pas bon et tout. En fait ça va dépendre parce que le chocolat noir industriel, le truc Nestlé machin, on est d'accord, c'est pas très bon. C'est pas bon, mais parce que justement il n'y a pas de notion de terroir et d'origine, c'est un chocolat de mélange, de masse, etc. Effectivement ça n'a pas grand intérêt. À la limite peut-être un chocolat pâtissier grande surface, pourquoi pas. Mais quand tu arrives sur et encore. Hein. Alors que quand tu arrives sur un chocolat terroir, là, ça commence à être intéressant. Et encore une fois, tu as des marques en GMS, grande moyenne distrib, qui vont là-dessus. Et tu as certains chocolats à, 70, 80, 85, 90% de cacao qui finalement se mangent comme du chocolat au lait. Alors le problème, faut se limiter. Mais et c'est une habitude à apprendre. Et quand tu attaques justement... ta jeune existence avec tes parents qui te fournissent en Kinder, une fois de temps en temps, c'est pourquoi pas, c'est sympa et tout. Dans la réalité, ça te sert pas parce que tu continues à avoir une bouche sucrée et à habituer justement à un faux goût du chocolat. Et en plus, au-delà du fait que ça t'habitue à des goûts qui sont factices, c'est pas forcément top de balancer des tonnes de sucre à ton enfant, quoi. Non, c'est clair. Mais en plus, pour rebondir, il y a
en plus tout un truc de pour avoir rencontré quand même pas mal de chocolatiers, etc. T'as aussi plein de chocolats au lait qui sont à 55% de 55-60% des fois de cacao. Et en fait, ça correspond vraiment à du chocolat noir classique basique, bas de gamme enfin bas de gamme même pas, non, mais classique basique de grande surface. Qui est considéré comme noir. Donc finalement, il y a aussi une frontière très très mince et des fois... Bah ouais, parce que les définitions, on en fait un peu ce qu'on veut entre chocolat au lait, chocolat noir, etc. Tu vois même des chocolats noirs qui sont à 40% de cacao. Donc finalement, paradoxalement, tu as plus de sucre et de lait que le cacao. Donc pareil, se poser la question du noir ou même de l'appellation chocolat, il y a un sujet. Et effectivement, une fois, c'est pas toi que je vais le dire, mais une fois qu'on tombe justement dans le chocolat de spécialité, c'est très difficile de revenir à des chocolats un peu bas de gamme, qui sont certes moins chers, mais du coup, tu prends plus du tout. Moi, j'ai pas du tout plaisir à manger du Milka. Ah, je l'ai dit, c'est bon. À manger du Milka versus justement un chocolat de spécialité. Tu as des marques très bien qui font des choses top. Alter Eco, Etikable par exemple. Je cite des marques pas top, je peux aussi citer des marques plutôt cool, pas de publicité. Mais globalement, voilà, j'ai plus, on les trouve globalement partout en grande surface. Et ensuite, effectivement, pour certaines occasions, aller chez ton chocolatier pour avoir quelque chose de qualité aussi un peu différente, peut-être même de meilleure qualité. Et pas hésiter aussi potentiellement à poser la question à son chocolatier. Poser la question à la marque, c'est toujours intéressant sur les réseaux sociaux ou par mail. Je pense que c'est toujours bien. Ça te fait toujours du signal faible pour la marque de dire en fait, là, je commence à avoir des consommateurs qui me posent la question d'où ça vient, comment c'est fait. Donc, je pense qu'il faut aller les taquiner un petit peu. Parce que si le consommateur se pose pas la question, c'est pas la R&D ou le marketing de ces grandes boîtes qui va se poser la question pour eux. Et on a accès direct à l'artisan chocolatier dans sa boutique, donc pourquoi pas justement lui poser la question pareil, dire il vient d'où ton chocolat, comment il était fait, à qui tu t'approvisionnes, quelle est l'histoire derrière mon chocolat. Si j'achète justement un ballotin de chocolat à 30 balles, moi j'ai envie de savoir que derrière en fait l'artisan c'est rémunéré, d'accord, mais derrière que j'achète un truc qui n'est pas issu de déforestation. Oui, c'est ça, il y a aussi tout ce sujet. Non, mais en tout cas, c'est très intéressant. Merci beaucoup, c'était immensément riche. Est-ce que pour finir, je sais pas, il y a d'autres sujets qu'on n'aurait pas abordés, d'autres points qu'on n'aurait pas eu l'occasion de... Non, je pense pour vraiment résumer, c'est de se dire que l'entrée carbone est très importante pour justement savoir un petit peu comment mieux consommer, parce que c'est un critère, mais ça fait partie d'un critère sur peut-être une dizaine, une vingtaine, que il n'y a pas de bonne solution. C'est peut-être un amoncellement de plusieurs solutions qui permet justement de diminuer son empreinte ou de maximiser justement un peu l'empreinte positive qu'on peut laisser. Donc ça va être peut-être manger un peu de commerce équitable, pourquoi pas. Aller peut-être vers des chocolats bio, mais c'est et où on n'est pas obligé de faire l'un et l'autre, ça peut être l'un ou l'autre. Mon parti pris, ce serait effectivement d'aller plus vers sur le chocolat en tout cas, du commerce équitable, alors, soit le commerce équitable, soit le symbole des paysans producteurs qui est un petit peu plus engagé et où tu sais vraiment où va vraiment ton argent et il y a une meilleure revalorisation et redistribution. Ça peut être aussi une moins grande consommation de certains types de ces sucreries chocolatées qu'on peut avoir. Et tout ça, en fait, fait que forcément, on va avoir une meilleure empreinte sans trop flinguer son budget et d'une certaine manière aussi en faisant attention à son corps. Parce que forcément, un chocolat, encore une fois, bas de gamme, on n'a pas que du cacao. C'est pas que le cacao qui est problématique, c'est tous les autres produits à l'intérieur. L'huile de palme est dans beaucoup de ces sucreries chocolatées. Et c'est un petit sujet, c'est dommage justement, encore une fois, d'avoir accès, de payer cher finalement, parce que même 2 € pour une tablette de merde, c'est très cher par rapport à la qualité. Parce que quand tu regardes un petit peu, quand tu vois juste ingrédient par ingrédient, beaucoup de sucre, un peu de lait en poudre, un peu d'huile de palme et un tout petit peu de cacao, tu fais la somme, tu arrives à largement moins que ces 2 €, 2,50 € pour la tablette, donc tu te fais totalement enfler en tant que consommateur. Donc il n'y a pas de solution parfaite, une solution parfaite n'existe pas, et si elle l'est, c'est que on s'est un peu trompé. Mais c'est plutôt un amoncellement de solutions et de possibilités et d'actions justement individuelles
et qui permet justement de driver quelque chose d'un peu plus collectif et d'aller justement vers un monde plus juste, plus durable et plus éthique en général. Merci beaucoup. Je t'en prie, j'espère avoir été clair et pas avoir été trop chiant. Moi j'ai trouvé ça passionnant et j'espère que les auditeurs et les auditrices aussi, mais en tout cas j'ai trouvé ça hyper intéressant, ça permet d'avoir aussi une bonne vision de quels sont les vrais enjeux, tu vois, et de se rendre compte aussi que en fait voilà, tu l'as redit, je vais pas redire tout ce que tu dis, mais en tout cas moi j'ai trouvé ça super intéressant. Merci. Merci à toi pour l'invitation. Alors, quel sera votre prochain dessert ? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et pour continuer la discussion, rendez-vous sur Instagram @LéaRVRD. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et laissez un commentaire délicieux. La deuxième, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes. À très bientôt!